Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e épisode d'Overtime. Le programme sera copieux comme toujours. On va notamment se demander si la victoire du CP Berne hier en coupe est un nouveau déclic ou est-ce que le crépuscule des dieux va continuer à sévir dans la Post-Finance Arena. On passera évidemment en revue les quatre clubs romans tout en répondant à vos questions. N'hésitez d'ailleurs pas à interagir dans les commentaires juste sous cette publication. Et puis on répondra à vos questions et à vos avis, à vos remarques durant l'heure que va durer cet overtime. Pour le faire au mieux, on a sorti le bloc de parade. Pour m'accompagner aujourd'hui, un trio d'attaque au taquet avec au centre un joueur complet qui attaque ses contradicteurs, qui défend ses opinions, qui a la tête partout, qui analyse le jeu sans relâche. C'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut. Ensuite, à l'aile droite, ses prises de position nourrissent le débat. Les bons mots ne sont jamais loin, c'est David Pietronigro. Salut David. Salut Jean-Philippe, salut tout le monde. Et pour terminer, le globe-trotter à l'aile gauche, infatigable voyageur entre la National League et la Swiss League, Régis Serf. Salut Régis. Salut à tous. Quant à moi, je vais prendre une place en défense aux côtés de Michael Bartels qui réalise cet épisode. Overtime, épisode 9, c'est parti. On attaque tout de suite avec la Coupe de Suisse, la boucle est bouclée. Elle est renaquie de ses cendres en 2015 avec une victoire de Berne. Berne, au moment où la Coupe décide de s'en aller, gagne cette finale hier à Zurich 5-2. Messieurs, j'aimerais vous entendre. Est-ce que c'est le déclic que les ours attendaient, ou alors est-ce que c'est juste un accident de parcours zurichois? David, par exemple. Ah, pardon. Moi, je pense que ce n'est pas un déclic. Le déclic, il a déjà eu quelques jours auparavant pour le CP Berne, qui, depuis l'arrivée d'un certain Cory Conacher, a, on va dire, rehaussé son niveau de jeu, l'a démontré avec 3 victoires consécutives. C'était un petit peu plus compliqué contre Zug, forcément. Ce back-to-back a été un échelon trop haut à surmonter, mais peut-être un très bon test pour les Bernois pour préparer cette finale contre Zurich, de s'être frotté finalement à Zug pour voir qu'est-ce qu'il fallait encore améliorer et changer. Et c'est vrai que le CP Berne devient ou redevient peut-être un client intéressant pour participer à ces places de pré-playoff. Certains les condamnaient trop vite, mais je pense que le déclic a déjà eu lieu et que le CP Berne, avec l'aide bien sûr de ce titre, sera gentiment de retour aux affaires. Moi, Jean-Philippe, j'enchaîne en disant que je la sentais un peu venir quand même, ce qui allait se passer avec Berne sur ce match-là, parce que depuis quelques matchs, on voyait des frémissements, on voyait que l'équipe était capable d'être un contradicteur enfin digne de ce qu'on peut attendre du CP Berne. Donc moi, je n'étais pas vraiment surpris de voir cette équipe rentrer dedans, entamer le match en se disant, là, on veut montrer qu'on n'est pas des stars d'opérette, mais au contraire, qu'on peut gagner des titres. Moi, je pense que ce n'était pas complètement illogique. Par contre, en face, je pense que ce Zurich-là, je peux quand même imaginer que ce ne sera pas ce Zurich-là en play-off, parce que quand même, c'est une équipe qui connaît qui se laisse aller et tout. Et autant Berne a répondu à l'attente, autant en face, il n'y avait pas le grand Zurich qu'on aurait pu imaginer pour une finale de coupe quand même. Il y avait un titre au bout. Et puis j'ajouterai encore qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui a la coupe en poche et le titre de champion encore en main. Et c'est le CP Berne dont tout le monde a dit ils sont au fond du bac. Donc, il ne faut jamais enterrer le CP Berne, c'est ça que j'aimerais dire. Voilà, moi, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je m'en fous un peu de la Coupe de Suisse. Ça, c'est la première des choses. Je vais être honnête avec vous. Comme Zurich. Mais je m'en fous. L'année passée, j'ai trouvé l'histoire d'Ajoie très belle. Quand il y a un petit qui réussit à aller jusqu'au bout, ça devient la belle histoire, ça devient le truc sympa auquel on s'identifie. Puis en plus, quand c'est un roman, puis c'est un copain qui... Des copains, j'étais très content. Mais une finale de la Coupe de Suisse entre 2 équipes de National League, j'y vois franchement pas d'intérêt. C'est un truc qui joue sur un match. Franchement, qui a suivi ça vraiment attentivement? C'est la question que je vous pose. Je pense pas grand monde. Après, pour revenir au CP Berne, oui, il y a une embellie avec Conacher, comme vous avez dit. Depuis l'arrivée de Conacher, on a quand même 2 lignes qui tiennent la route, une grosse ligne. Olofsson renaît un peu, etc. Oui, ils deviennent un petit peu plus percutants. Je vous rappellerai qu'ils ont fait office de figurant contre Zug, pas mal. Je pense pas. Retour aux affaires, certes un peu mieux, mais ça reste une équipe de bas de classement telle qu'elle est construite actuellement. Steph, sur le niveau des équipes qui sont juste devant eux, finalement, ça devrait quand même suffire pour aller chercher au moins la 10e place, parce que le CP Berne, quand il joue comme ça,
c'est vrai que ça se passe mieux. Il y a des joueurs qui sont retrouvés, hein, pas tous encore. Il y a certains joueurs qui cherchent encore peut-être le chemin entre la sortie du vestiaire et la glace, parce qu'il y en a certains qui ont disparu. Mais par exemple, Jesper Olofsson, qui on mettait pas une au fond, profite maintenant de cette première ligne avec les étrangers. Il a été excellent hier soir dans la finale. Haim et Chervet, c'est des joueurs aussi qui sont de retour. Et puis Jean-Philippe, tu le disais juste avant qu'on prenne le direct, c'est aussi Calle Anderson, qui retrouve enfin le niveau de son salaire finalement qu'il reçoit chaque mois, non? Il faut pas non plus oublier, il y a encore des gars comme Hunter Sander, il y a des gardiens qui ont connu des coups de mou, il y a un défenseur comme Miro Zrid qui hier a réussi une performance assez... on l'avait pas vu comme ça cette saison, on se posait un peu la question, Zrid de Zug à Berne. Ok, bon là il va faire Berne-Langnau, mais hier il a offert un assist depuis l'arrière de la cage à Praplan. Vraiment c'était très superbement fait, il n'y a rien à dire. C'est des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est juste parce que c'est la coupe et puis on voulait absolument, on sait que sur un match c'est possible, mais est-ce que si ce CP Berne-là arrive en play-off, déjà en pré-play-off, puis ensuite éventuellement, alors c'est clair que s'ils sont 10e, j'aimerais pas être 7e. Honnêtement, c'est la mauvaise pioche. Parce que si ces joueurs-là retrouvent, il y a une chose à Berne qui a jamais disparu, c'est l'envie, l'instinct et puis cette façon de se présenter sur la glace. Alors ça marchait pas, mais je me ferais du souci. Et Berne, c'est quand même les spécialistes pour pouvoir marquer de leur empreinte ce qui doit être normalement la dernière Coupe de Suisse, en tout cas sous cette forme-là. Et ils voulaient en être. Du moment qu'ils sont allés en demi et en finale, ils voulaient en être pour être le champion et puis qu'on garde ce souvenir d'eux. Donc ils l'ont fait, ils l'ont tout bien fait hier soir. Donc voilà, on va aussi expliquer à Vladi que Berne n'a pas 23 points de retard sur la 8e place parce qu'il suffit d'être 10e cette année pour être dans les pré-playoffs. Donc il y a 9 points de retard, je crois, sur Rapperswil. Ambry s'est un petit peu ressaisi devant. Ouais, donc 14, rien d'insurmontable pour Berne qui a encore pas mal de matchs en retard. Ok, je crois qu'on a fait le tour sur cette... En points par match, parce que ça peut compter, ils sont à égalité, j'ai vu, Rapperswil et Berne. Ils ont exactement 1 point par match. Ok, ça pourrait compter évidemment au moment du décompte final, même si on est sur la route là pour faire les 52 matchs de la saison régulière. Voilà ce qui en était pour Berne. On va peut-être encore prendre la question de Nicolas Puccio qui se demande quelle équipe serait éventuellement capable de battre Zug sur une série de 5 ou de 7. Là, on parle de Berne sur un match contre Zurich. Est-ce qu'il y a une équipe dans ce championnat, messieurs, qui est capable d'aller chercher Zug sur une série de best of 5 ou best of 7? C'est la bonne question. Moi, ce que j'ai vu de Zug, je vous dirais peu d'équipes, peut-être Zurich, peut-être Lausanne, le Lausanne qu'on a vu plus tôt en début de saison. Genève peut-être très dérangeant, mais ce que j'ai vu du match Genève-Zug que j'ai commenté, pendant 2 tiers, là, Genève n'a pas touché au puck. Je ne pense pas que Zug peut jouer comme ça sur 7 matchs, mais peu d'équipes là, peuvent espérer battre Zug 4 fois en 2 semaines. C'est pas ce que tu dois dire, Stéphane. C'est pas la bonne réponse, parce que là, tu as tué un petit peu le suspense quand même. Bon, alors, Berne, peut-être surprendre Zug en playoff. C'est ça que vous voulez entendre? Non, ça ne va pas arriver. Évidemment, si Diaz est blessé, Giannoni est blessé, puis je ne sais pas quoi. Bon, évidemment, mais dans un monde où les équipes sont au complet, Zug est quand même je me répète, très impressionnant. Oui, même sans Hoffman, même sans Diaz, il reste tellement dominateur, ça laisse songer. Ouais. On a à peu près fait le tour pour cette finale de coupe. Et puis la question de Nicolas, c'est le moment de passer à Fribourg-Gotteron. Les Dragons qui étaient en lice au Grison et qui se sont rentrés avec 0 points dans le quart, 5-2. C'était un match que les hommes de Christian Dubé, c'est moi qui étais, donc voilà, je vous explique un petit peu ce que j'ai vu. Ils avaient tout en main pour réussir quelque chose après le premier tiers, et puis ça s'est délité. En discutant 2 mots avec l'entraîneur fribourgeois au terme de la partie, il m'a dit « on est tout soft ». Trop soft, trop gentil, notamment dans l'implication, le back-checking et l'implication défensive. Est-ce que ce genre de maladie peut poursuivre Fribourg dans le reste de la saison, Stéphane? Écoutez, non. Écoutez, moi, depuis le début de l'année, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont choper une baisse. Ils ont eu une petite baisse au mois de janvier quand ils ont joué contre la série contre les équipes du haut de tableau, les 2-3 équipes meilleures.
Mais autrement, oui, on a perdu là, mais on a fait peu de faux pas. Si on considère que Davos, c'est un faux pas, attention, aller à Davos, perdre à Davos, c'est pas forcément un faux pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure et je trouve que Fribourg fait preuve d'une constance incroyable. Faut l'avouer, on a passé 40 matchs là. Ils sont toujours là. Ils ont eu cette petite cassure contre les bonnes équipes. Oui, contre les grosses équipes, la fiche n'est pas reluisante, mais du reste, les autres matchs, ils assurent. Ils font les bonnes choses. Il y a toujours un petit truc qui réussit à tourner en leur faveur. Ils font tourner les choses en leur faveur en faisant un paquet de détails correctement. Et ce Fribourg-là, moi, je pense que c'est je vais prendre le mot d'Alex Burkhalter, c'est la révélation de la saison. C'est l'équipe Cendrillon de la saison pour moi, que je n'attendais pas là et que peu attendaient là. Ils sont là, et là, ils sont au 3e rang, c'est du sérieux. Voilà, peu de faux pas. Moi, je pense que ce match-là de samedi ne péjore en rien le reste de la saison, à mon avis. Ouais, il faut dire aussi que Davos a pu compter 7 fois, une fois n'est pas coutume, sur un Sandro Schliemann quasi impeccable. Il a vraiment fait le malheur des attaquants fribourgeois. Régis, tu voulais rajouter quelque chose? Parcours, moi je pense que je serais plutôt pour accident de parcours que cette défaite à Davos, mais je veux dire, si on regarde le tableau d'ensemble, c'est logique qu'il y ait genre de faux pas. L'équipe, elle est quand même pas très fournie, hein. Il y a eu pas mal d'absences aussi ces derniers temps. Malgré ça, je trouve que sont d'une remarquable constance. Elle s'écroule jamais, elle a du répondant, enfin voilà, c'est une 3e place qui nous surprend, mais quand même sur ce qui est proposé depuis le début de la saison, qui n'est pas si étonnante que ça quand on regarde la manière dont elle joue quasiment chaque match en étant au niveau de l'adversaire, même quand l'adversaire, c'est vrai, même quand elle s'incline, il y a 1 ou 2 fois où on les a sentis un tout petit peu en retrait, mais je veux dire, c'est remarquable ce qu'elle fait jusqu'à présent. Et puis perdre à Davos, oui, Stéphane, je suis 100% d'accord avec toi. Tout le monde ne va pas gagner à Davos ces 2 rencontres, hein, quand même. C'est un déplacement qui est long, c'est un adversaire qui sait quand même bien jouer au hockey, il ne faut pas le négliger non plus. Même avec 2 étrangers seulement. Et oui, donc, mais je trouve que ça n'a rien d'autre. Simon, dans le chat, c'est Davos, c'est pas Langnau que Fribourg a affronté aussi, mais on a l'impression que ce match que Fribourg a disputé, c'était peut-être un petit peu le match de trop, où il y a eu trop de largesse défensive, trop d'absences qui sont condamnables contre une équipe comme Davos quand elle patine comme ça vite, direct au but. Et puis, on a toujours dû rattraper un petit peu le score. Et le mal était assez vite fait. On a vu que Fribourg ne pourrait peut-être pas espérer grand-chose de ce déplacement. Mais après 3 victoires qu'ils ont su glaner, les Fribourgeois, pour moi, c'est qu'un petit faux pas. Je suis d'accord avec vous, messieurs, sur ce qui se passe dans la superbe saison de Fribourg-Gotteron. Écoute, c'est 1,85 points par match, c'est ça? Les garçons, ça fait une saison de 90 et 100 points. Là. Puis ça a 52 matchs. Ouais, c'est énorme. Hein? Je veux dire, des saisons à 90 100 points, là, il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça ces dernières années. Il y a 2, 3 équipes qui font ça chaque année, puis encore. Et ça fait longtemps que Fribourg ne l'a pas fait. Non, et pourtant, il n'y a pas d'équipe complètement larguée comme pouvait l'avoir été Rapperswil lors de sa première saison en National League. Dans ce match à Davos, il y a un fait de jeu qui a retenu notre attention et l'attention de plusieurs suiveurs de Gotteron, notamment Hugo Mousseau qui nous pose la question, c'est cette charge, ce coup involontaire de Kinsley au visage de Philippe Fourer derrière la cage. Kinsley, lui, va se relever étant donné que c'est son gant qui a frappé le visage du défenseur fribourgeois. Philippe Fourer qui se remet à peine d'une commotion, il joue quelques matchs et le voici de nouveau envoyé voir les étoiles. Régis, cette perte-là, si ça devait se concrétiser, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'arrière-garde fribourgeoise? C'est une question d'Hugo Musso. Alors moi j'ai l'impression que Philippe Fourer, il est redevenu un joueur très important depuis qu'il est revenu. On l'a vu, sauf erreur, 7-8 matchs en début de saison. Après, il a disparu des radars et il est revenu il y a quelques semaines. Je pense qu'il a trouvé tout de suite sa place dans l'effectif et qu'il a quand même beaucoup apporté à l'équipe. Et clairement, c'est un problème de profondeur parce que Fribourg-Gotteron, sur le long terme, je pense, n'a pas vraiment les moyens de remplacer le calibre de Philippe Fourer. Tout le monde va devoir remonter son niveau d'un cran dans la défense, peut-être pas Gunderson
personne parce qu'il est déjà tellement en dessus que ce sera difficile, mais on va lui demander peut-être encore 1 ou 2 minutes de rallonge supplémentaire alors qu'il est déjà très utilisé. Donc clairement, ça peut être une énorme perte. Et puis moi, j'ai quand même un peu peur que pour Philippe Fourer, ça le rapproche de la fin de carrière. Là, hein. Je dis pas que c'est la fin, mais exactement. C'est humainement là. On était en train de lui signer un contrat. Là. On était en train de peut-être le proposer. Mais là, ça, c'est typiquement... Vous voyez, les gens vont se dire, mais comment ça se fait qu'il est commotionné? C'est pas un gros choc. C'est surtout lui qui vient contre Kinsley. Kinsley, c'est un truc accidentel. C'est pas un gros choc contre la tête. Le gars au menton, c'est rien du tout pour un hockeyeur. C'est typiquement le gars qui est devenu hyper fragile aux commotions, qui a cumulé les commotions. Puis à chaque fois, il devient plus fragile. Il s'agit qu'il y a un balancement de la tête, un petit coup quelque part, et tout à coup, ça revient. Donc, il est hyper fragile. Et là, moi, non seulement ça peut être une grosse perte pour Fribourg jusqu'à la fin de l'année, mais est-ce que si vous êtes Christian Dubé, est-ce que vous re-signez un gars aussi fragile que ça? Il a toujours été fragile de façon générale. C'est 30-35 matchs par année, on s'entend. Mais là, est-ce que si vous prenez la chance de re-signer un gars comme ça? Le timing de la blessure n'est pas le meilleur pour, on va dire, re-signer Philippe Fourer. Hein. Ça va faire réfléchir Dubé, ça va peut-être faire même réfléchir Philippe Fourer lui-même, hein, parce qu'à force d'accumuler des commotions, on sait aussi que ça laisse des séquelles. Et puis, c'est pas parce qu'on a 35 ans qu'on ne doit pas penser aux 60 années qui restent derrière, peut-être à vivre. Donc, il faut aussi penser à tout ça. Il faut mettre ça dans la balance, dans l'équilibre, et puis de savoir quel est peut-être le meilleur choix à faire pour le défenseur. Mais juste pour Fribourg, c'est vrai que c'est une grosse perte parce que Philippe Fourer était revenu tellement à un bon niveau rapidement. On ne pouvait pas savoir quand il était revenu s'il allait être déjà dominant et à stabiliser cette défense, tellement que Christian Dubé en avait fait ses 7 défenseurs fixes et qu'il ne voulait plus y toucher au malheur de David Ebicher. Finalement, ça a peut-être laissé une porte ouverte à celui qui est parti du côté de Ajoie maintenant, mais ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas la même expérience. En tout cas, en play-off, les joueurs clés, il y en a quand même plusieurs à Fribourg-Gotteron, mais il ne faudrait pas que maintenant on rajoute peut-être la case gardien ou la case d'un attaquant dominant, parce que c'est vrai que l'effectif est quand même assez mince. La saison est superbe, ce serait dommage de la gâcher avec quelques blessures qui viendraient agrémenter la fin de saison. Ouais, alors là, on a vraiment pris le scénario catastrophe d'un Philippe Fourer qui est out pour la saison. On ne sait pas encore. On sait pas, c'est aussi possible qu'il s'entraîne ce matin. J'y étais pas, évidemment. Mais, Hugo nous dit dans le chat qu'il l'a vu ce matin, retour à l'entraînement, apparemment, Jean-Philippe. Alors, voilà, si c'est ça, c'était pas une commotion, c'était le coup. Mais encore une fois, hein, il y a une peur là derrière. Parce qu'on peut prendre un coup et ne pas finir, c'est clair, c'était la fin du match, c'était pratiquement joué, on va dire. Hein, le match à Davos, là, il restait quelques minutes. Il a décidé de ne pas revenir sur la glace, peut-être par précaution. S'il y a un deuxième choc, peut-être que là, à ce moment-là, ça devient quelque chose de sérieux. Tant mieux si ça n'est pas sérieux, et tant mieux s'il sera sur la glace mardi à Lausanne. D'ailleurs, quand on perd à Davos, est-ce qu'on peut aller se gagner à Lausanne contre le Lausanne actuel quand on est Fribourg? Parce que c'est pas le même Lausanne, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas la même équipe qu'avant la dernière quarantaine. Non. Fribourg déjà peut battre tout le monde. Ça, c'est déjà et un maintenant, enseignement. Même si c'est plus compliqué contre les équipes de tête, ils l'ont prouvé quand même tout au long de la quarantaine de matchs qu'ils ont joués. C'est vrai que Lausanne n'est peut-être plus aussi impressionnant qu'avant. On en parlera après, mais oui, Fribourg peut gagner, bien sûr. En tout cas pour moi. On peut battre Lausanne actuellement, David. Langnau l'a prouvé. Rapperswil n'était pas loin, mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça c'était en tout cas pour l'actualité fribourgeoise. On va se diriger gentiment maintenant du côté du bout du lac, à savoir l'actualité des Aigles de Genève-Servette. Il est temps de s'asseoir confortablement au coin du feu, de tirer une couverture moelleuse à soi sur ses genoux, et c'est l'heure du compte. L'heure du compte, c'est Régis qui va s'en charger. Régis, c'est à toi. Il était une fois une équipe qui se déplaçait dans son car Grenat au Tessin pour disputer 2 matchs en 24 heures. L'adversaire, Lugano, avec qui elle entretient une certaine rivalité, un long voyage de 6 heures attendait les joueurs du bout du lac. De quoi avoir les jambes lourdes au moment de poser les patins sur la glace. Mais défiant toute logique, cette formation genevoise faisait un début de match de rêve.
4-0 après 7 minutes et une excellente gestion de la suite de la rencontre pour un succès 6-2. Dans la tribune de presse, certains confrères, non genevois, je le précise, louaient la qualité de cette équipe étincelante. N'hésitez pas à en faire le contradicteur principal de Zug dans la course au titre. Un sentiment de supériorité qui devait aussi être partagé sur le banc des Aigles. Un des joueurs élevait la voix en direction des Luganais et lançait à 2 reprises un ironique « Ticino Rockets, Ticino Rockets ». Moins de 24 heures plus tard, les 2 protagonistes se retrouvaient donc pour la revanche. Un plat qui se mange chaud au Tessin. Tout le monde imaginait bien que les Luganais viendraient fort. Le soleil était généreux ce jour-là, la température avoisinait 20 degrés et les Genevois avaient pu goûter à la Dolce Vita locale. À 19h45, l'équipe qui se présentait au coup d'envoi n'était qu'une pâle réplique de la veille. Une entame de match, la fleur au fusil, une litanie d'erreurs, aucun leader pour redresser la barre. Trop sur 2, les Servétiens encaissaient 7 buts et recevaient un bon coup de pied aux fesses accompagné d'une belle leçon de modestie. Il faudra s'en souvenir quand le temps des playoffs sera venu. Eh ben merci Régis pour ce compte. Une première réussie, magnifique. Donc ce que tu as vu au Tessin, le soleil, le lac, ça c'est joli. Par contre, la deuxième prestation de Genève Servette, t'es resté un peu en travers de la gorge. Mais oui, parce que comment peut-on avoir, en guillemets, des circonstances compliquées? Vraiment, là, j'ai discuté avec les Genevois, ils débarquaient du car, ils disaient, ouais, 6 heures, on est parti à 11h15, on en a plein le dos et tout. Et ils font un match fantastique. Et le lendemain, ils sont dans leur confort. On sait, tout le monde le sait après le match, tout le monde le dit. Lugano, ils vont rentrer dedans. Pelletier, il est vers les médias tessinois après le match. Et il dit j'attends une forte réaction et tout. Tout le monde sait ça. Et ils entrent. Et là, ils sont plus que soft. Il n'y a pas de réaction. Comment peut-on passer d'une équipe, et je le dis parce qu'on en a vraiment discuté sérieusement, une équipe qui semblait vraiment être au top, à une équipe quelconque le lendemain, quoi. Mais moi, ma question, c'est qui a dit Ticino Rockets? Alors, on n'est pas sûr du nom, c'est pour ça que je ne donnerai pas de nom à ce micro, mais on l'a entendu 2 fois, donc je n'ai pas inventé que quelqu'un... Et il y a un collègue alémanique qui a été, semble-t-il, qui était à côté de moi à Rapperswil, qui m'a expliqué qu'il était allé vers Marc Gauchi pour rigoler un peu après le 2e match en lui glissant un petit HC Sierre, comme ça. Gentiment pour rendre l'appareil. Mais enfin, ça s'est fait en bonne intelligence. Cette bonne guerre. Mais finalement, dans ces back-to-back, quand on passe 2 jours et demi au Tessin, le plus compliqué, c'est quand on gagne le premier match de se remotiver peut-être pour le deuxième, parce qu'on a déjà le sentiment du devoir accompli. C'est humain, peut-être, pour Genève de se dire que déjà 3 points mis dans la besace, c'était déjà bien. On n'a pas fait le travail nécessaire pour aller chercher les 6, mais voilà. David, penses-tu que si Zug s'était retrouvé dans la même situation, ils auraient commencé le match aussi soft que ça? Moi, je ne crois pas. Régis, il y a une logique dans ce championnat, c'est que les back-to-back, je crois qu'il n'y a jamais une équipe qui a gagné les 2 matchs, sauf Zug. Donc Zug sont hors catégorie. Non, mais Genève a battu 2 fois Lugano le 7 et 8 janvier au Vernet. Donc ils étaient capables de le faire. Ils sont capables de jouer comme ça. Mais clairement. Ils ont décroché, là. Mais bon, les gars, ok, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais n'oubliez pas que vous faites 1,5 points sur la route, comme ils l'ont fait là, ce week-end-là, toute la saison. Vous avez les playoffs tranquilles tant que vous gagnez à la maison. Oui, mais les playoffs, je veux dire, les playoffs, il faut pouvoir enchaîner les bonnes performances aussi. Et là, c'était un très très bon test. On sait qu'en playoffs, on va jouer 4 matchs en 5 jours. Alors, le premier match, super, on a gagné. Le deuxième, il sera lui aussi à la maison. Ouais, c'est bon, on a gagné hier, on est trop fort. De toute façon, il ne peut rien nous arriver. Enfin, c'est pas l'attitude qu'on attend. Mais c'est Genève cette année, les gars. Ils ont une très bonne équipe. Ils peuvent renverser tout sur leur passage certains matchs. Ils ont beaucoup d'atouts dans leur jeu, un bon gardien, des joueurs dominants, des bons étrangers. Ils ont beaucoup de cartes dans leur jeu. Ils font de très bons matchs. Et par ailleurs, ils en échappent de temps en temps des inexplicables contre Ambry, contre Langnau. Il y a d'autres équipes qui font ça, mais ils sont un peu en dents de scie. Ils manquent cruellement de constance et on n'arrive pas, sur une base régulière, à avoir enchaîné les succès. C'est certes une bonne équipe, mais qui, à mon avis, est légèrement sous régime.
Et puis cette constance-là, cette constance qu'on recherche, est-ce qu'on la veut pas? Est-ce qu'elle vient pas trop tôt, par exemple? Il y a des gens qui disent c'est le syndrome Tampa Bay là sur le chat. 2019, Zug est trop bon trop tôt. Ça a déjà arrivé, hein? Est-ce que Genève, par contre, moi, je pense ces trucs, si on échappe un match ou deux, c'est pas grave. Il faudra que ça compte plus tard. Moi, j'aime bien être pas d'accord avec vous, monsieur. Moi, pour moi, Genève, je m'inquiète, mais alors pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pour moi, ils peuvent perdre 7-2 et perdre 7-1 après 40 minutes à Lugano. Ils ont fait une part de leur job pour rester au contact, de se qualifier même dans le top 4. Mais alors, quand les playoffs vont arriver, messieurs, alors, si on parlait que j'ai pas envie d'affronter d'être l'équipe qui va affronter le CP Berne, j'aimerais pas être l'équipe qui affronte Genève Servette. On a déjà vu par le passé que c'est l'équipe qui arrive vraiment à se sublimer et puis à devenir une autre équipe en play-off. Mais moi, je me réjouis de voir ce que ça donne. Et ils ont des joueurs talentueux, ils ont des joueurs d'expérience, ils ont des joueurs qui peuvent jouer physique. Pour moi, ce sera une des équipes qui va faire un petit peu le spectacle, j'espère. Le seul truc, je ne pense pas que Damien Ria a été complètement transformé, remplacé, même si Tyler Moy, ces derniers matchs, livre la marchandise au niveau des points. Mais c'est encore pas la même chose. Sur un power play, Tyler Moy ou Damien Ria, moi je prends Damien Ria. J'ai l'impression que si toi tu jouais à côté de Omark et de Winnick, tu ferais tes points aussi, non? Ah non, je patine pas assez bien. Et les gars, il y a deux équipes cette année, en parlant de baisse de régime, il y a deux équipes cette année qui n'ont pas eu de grosses baisses de régime ou de malheurs, de blessures, de périodes difficiles comme Lausanne est en train de traverser, comme Berne a traversé, comme Genève a traversé. C'est Fribourg, qui a été relativement épargné par les quarantaines, par ci, par ça. C'est une équipe qui a eu... Et puis Zug. Donc Fribourg qui joue depuis 5-6 matchs avec 3 étrangers seulement. Oui, mais ils ont quand même été épargnés de façon générale. Ils n'ont pas perdu de gros morceaux. Il n'y a pas eu de catastrophe. Il n'y a pas eu de grosses périodes difficiles où tu dis, mais là, il y a Béra. Voilà. Puis les quarantaines aussi, ils n'ont pas eu de rythme. Eux, ils ont, à part la quarantaine au début de l'année, ils ont un rythme de championnat assez régulier. Donc, ils ne cumulent pas les matchs comme les autres équipes, etc. Ce que je dis, c'est que j'espère que pour Fribourg, ça n'arrivera pas au mauvais moment, cette espèce de période que tout le monde traverse. Et je pense que Zug est assez fort pour passer au travers. C'est ce que je dis. Et moi, j'ai envie de t'entendre. Une petite question là, de Florian Moron qui parle. Genève est très Omark dépendant. Quand il joue bien, l'équipe va bien. Quand il est transparent, l'équipe paraît moins bien. Forcément, il a fait quoi? Un assist sur les 2 matchs à Lugano, même quand ils ont gagné 6-2. Il a fait aucun point sur 2 matchs. Pour la première fois de la saison, il a fait 2 matchs d'affilée avec 0 points. Oubliez pas qu'au premier match, ce sont surtout des joueurs pas habitués à marquer qui ont planté des goals. Hein. Jean Mercier, Jean Smirnov. Voilà. Les leaders étaient un peu moins au rendez-vous que d'habitude. Toi, t'en penses quoi, Jean-Philippe, cette Omark dépendance? Disons que Linus Omark, quand tu l'as dans ton équipe, il n'y a qu'à regarder la liste des compteurs. Je pense que c'est comme au foot avec Christian Constantin, à la fin, c'est le automate qui décide. Tu engages un joueur offensif avec ses qualités, ses défauts, il livre la marchandise, il est meilleur compteur de la ligue ou juste deuxième avec Andrighetto, il se tire la bourre. Je veux dire, c'est ça que tu veux. Tu regardes ses perfs en play-off, en KHL, les dernières années avant qu'il arrive à Genève. Le gars, il fournit la marchandise à tous les coups. Je veux dire, ce que Genève a voulu, il l'a. Il n'y a pas de surprise et je me réjouis de voir. Maintenant, est-ce que Genève restera dépendant de Marc? C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps de glace en powerplay. C'est quelqu'un qui adore garder le puck. Évidemment, il y en a un peu moins pour les autres, mais c'est le choix que le club a fait. À la fin de la saison, c'est comme au fin du bal, on paye les musiciens. Donc, on verra à la fin de la saison si c'était judicieux ou si ça a coûté quelque chose. Pour le moment, c'est plutôt positif et plutôt 2 fois qu'une, je pense. Voilà. Content? Pas grand-chose à redire, je crois. Ça, en tout cas, c'était... Est-ce que Genève est plus fort que l'année passée, les gars? Je pense qu'ils ont d'autres qualités. Mais, parce qu'on n'utilise pas toujours les mêmes gars dans les mêmes registres. Et puis, Omark Wingels, c'est quand même 2 joueurs. Alors, c'est 2 attaquants, 2 étrangers, mais ça s'arrête à peu près là. Hein. Et puis déjà, il y a 12 mois, Stéphane, on disait qu'on se serait réjoui de voir Genève en play-off. Donc, comme ils n'ont pas eu lieu, on espère que cette année, on puisse voir le Genève soit de l'année dernière, soit celui qui fait des fois la pluie et le beau temps cette saison. Ah oui, moi je pense qu'ils sont redoutables. Je l'ai déjà écrit. C'est une équipe que personne ne souhaite affronter. Régis, il y a Vladi là, qui nous dit qu'une finale Genève-Lausanne, ce serait magnifique. T'y crois?
Sur ce qu'on voit actuellement sur la glace, c'est quand même illusoire. Je veux dire, on a quand même quelques équipes très fortes. On vient de parler de Zug, mais je pense que Zurich, quand même, quand il faudra serrer le jeu, serrer dans les matchs, ce sera du costaud aussi. Bon, Fabien, lui, il voit plutôt une finale Zug-Zurich et puis des Romans qui vont crever au poteau. C'est une vieille son point de histoire, vue. ça. Voilà. C'est notre cauchemar, messieurs, ça. Et puis, s'ils s'affrontent en quart de finale, ce serait un peu con. Ouais, ce qui est pas de loin pas impossible. Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Puis les Romans qui s'éliminent entre eux, plus il y en a dans le top 8, puis ils risquent de s'éliminer entre eux, les gars. C'est mathématique. Hein? Puis là, mais s'ils jouent l'un contre l'autre, il y a au moins une équipe qui ira loin. C'est le verre à moitié plein, moi je l'ai bien à moitié vide. Voilà. Monsieur Positif, bonjour. Ouais, c'est ça. Il n'est pas engagé du côté de Lugano, ce monsieur-là, plutôt. Il m'a donné quelques leçons quand il venait dans notre plateau. Ouais, alors on a fait un peu le tour en ce qui concerne les Aigles des Vernets, et puis c'est le moment de se diriger au bord d'un autre lac, le lac de Bienne, pour parler du HCB. Les Ceylandais qui restent sur une série négative de 3 défaites consécutives. Alors évidemment, quand on regarde sur 45-48 matchs, 3 défaites de suite, ça ne peut pas tellement être trop grave. Par contre là, c'est le mauvais moment, Régis. Moi, vraiment, j'ai un arrière-goût de plus en plus amer avec le HC Bienne cette saison. Parce qu'il y a quand même toujours une équipe qui connaît une bonne phase, qui pour l'instant le sauve, hein, parce qu'on se rappelle de ce début de saison. Poussif, l'équipe avait de la peine à tourner. Après, ils ont eu une excellente période face à des adversaires, c'est vrai, plus modestes, mais il fallait bien les affronter tôt ou tard. Donc, rien à redire avec ça. Et puis, maintenant, on est de nouveau dans une de ces phases très compliquées où, de temps en temps, il y a un super match, où on va retourner la situation à Zug, on réussit un exploit. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression un peu que tout est compliqué maintenant. Et ça me laisse un petit peu inquiet pour la suite de la saison. Parce que, imaginez, actuellement, je ne vois pas bien du tout prendre place dans les 6 premiers. Comme ils jouent, ils en sont très très loin. Je pense qu'ils vont plutôt vers une 8e place que même vers une 7e. Et si vous jouez 8e et que vous tapez Berne, ce ne sera pas facile pour les Biennois. S'ils ont un peu plus de chance, puis qu'ils tombent Rapperswil ou Ambry, d'accord, ça peut le faire. Mais franchement, cette équipe-là, ça ne tourne pas. Et puis, sachant qu'il y a un entraîneur qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine, moi, je le dis clairement, et j'ai entendu le podcast de nos amis ceylandais qui, eux, ne le cachent pas, qu'ils pensent que dégager le Leuenberg, c'est un peu la dernière solution à moindre coût pour avancer dans cette saison. Et je ne peux que partager leur opinion très clairement. C'est mon problème aussi, c'est qu'après 39 matchs joués, le HC Bienne semble encore chercher son jeu. Voilà, on le voit dans ces 3 défaites et même avant, hein, quand on gagne, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas flashy comme le HC Bienne a pu nous le réserver par le passé sous Termenen. On tricote, on tourne autour du but, on est vraiment en difficulté et souvent dans ces genres de situations, on dit qu'on doit tirer un maximum. Ben là, pas. On essaye toujours la passe de trop et puis il n'y a rien d'enthousiasmant dans le jeu du HC Bienne. Et puis c'est vrai que ces 3 défaites, elles arrivent quand même dans un moment assez malheureux finalement, parce qu'on coince dans cette course au top 6 et puis ça pourrait enchaîner un petit peu sur une spirale un petit peu négative pour la suite, parce que si on regarde la fin de saison du HC Vienne, c'est tout sauf facile, hein. Il reste 13 matchs à jouer, les équipes dites faciles qu'ils ont toujours battues, il y en a 3 encore à jouer, il y a 2 fois Ambry, 1 fois Rapperswil, sinon c'est toutes des équipes qui sont soit à leur niveau, soit au-dessus. Il y a Berne aussi, mais Berne est en train de redevenir peut-être une autre équipe. Il y a des matchs beaucoup à l'extérieur, 10 sur 13, hein, je crois, donc pour moi, bien, Régis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne les vois pas top 6, mais je les vois aussi peut-être devoir prendre des décisions un petit peu plus radicales pour la fin de saison, si décision ils veulent prendre. Parce qu'après, on peut très bien aussi dire saison compliquée, mais voilà, licencier
Lars Leuenberger et faire monter Steinegger, comme le disait la Stammtisch, qu'on salue, c'est une solution qui ne coûte pas d'argent supplémentaire, on est d'accord. Ouais, tout ça, c'est un petit peu la grande tendance. Tant que ça coûte pas, on peut tout faire. On peut engager Abdelkader, on peut tout faire. Sponsors, Ah oui, il y a ça. Mais Steph, il y a quelqu'un là, c'est Fabien Chalande qui demande le coaching de Lars Leuenberger. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ce qu'on a vu avec Tormenon? À part le fait que les défenseurs vont pincher, c'est une chose qui il a changé le style. Je vous rappellerai l'argument de départ d'engager Leuenberger, c'est qu'il continue le style de jeu. Il connaît la marque de fabrique de Tormenon, il va continuer dans la même veine. Ben là, il y a eu tromperie sur la marchandise parce que c'est pas ça qu'il a fait du tout. Là, il s'est fait arnaquer complètement Steinegger là-dessus parce que Leuenberger, il a peut-être dit ça en entrevue, mais à la fin, il a fait ce qu'il a voulu et ça ne convient pas visiblement. Il y a aussi, on va te le dire maintenant, je veux dire, c'est pas un secret, il y a d'énormes problèmes de communication. Leuenberger, ça passe mal avec un paquet de joueurs. C'est plus un secret. On le savait, nous, dans les coulisses en début de saison. Et là, c'est largement répandu. Steinegger le voit, le sait aussi. Il espérait probablement aller jusqu'au bout de la saison en disant « OK, ça va aller, puis on va changer l'année prochaine ». Là, la question se pose, c'est est-ce qu'on laisse aller le navire ou finalement, on remet quelqu'un là. Quelqu'un, ce serait lui, je pense. Un pilote dans l'avion, ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'il a envie de faire ça, là, parce que c'est pas le même job. Là. Lui, il avait coaché 6 matchs à succès en mettant 5 gardiens devant le but, puis en jouant hyper défensif, etc. Sauf qu'il peut, puis il avait remis ça à flot quand il a repris l'équipe. Mais là, il reste 13 matchs, les playoffs, c'est un job différent. Kevin Schlepfer n'est pas disponible, si jamais. Non, Kevin n'est pas disponible, heureusement. Mais voilà, je pense qu'il y a un problème, ça ne passe pas. Leuenberger avec les étrangers, avec Rayala, avec Kullström, avec Pouliot, on peut le dire, ça ne passe pas. Le courant ne passe pas. Il y a un problème de personnalité, il y a un problème de communication. Agnus Baumer, ça a été catastrophique. Les jeunes aussi, tous les bruits concordent. Il n'y a pas de fumée sans feu, les garçons. Donc, c'est vrai. Et puis les deux hommes dont tu parles, qui sont à Davos, que j'ai vu jouer contre Fribourg, Nussbaumer est aligné dans le premier bloc à côté de Corvi. Et puis Ulström mène le deuxième bloc et score. Il a scoré un triplé. Vraiment, c'est le Ulström qu'on avait vu. Un point par match. Voilà, un point par match à Bienne. Lars Leuenberger, il a connu la culture du CP Berne. Quasiment que ça. Et il a essayé de l'appliquer à Bienne. Sauf que Bienne, déjà, ce n'est pas les infrastructures, les moyens et les possibilités de faire du CP Berne, mais c'est une entité à part qui se débrouille très bien, grâce notamment au travail de Martin Steinegger. Et de s'entêter dans ce système, on voit où ça mène maintenant, c'est dans le mur. Oui, alors peut-être qu'on sait déjà que l'année prochaine, Antti Tormenon ne sera pas encore capable de reprendre son mandat, donc il va y avoir une année à faire quelqu'un pour faire le tampon entre la fin de Leuenberger qui est programmée et puis le retour éventuel de Tormenon depuis la saison 22-23. Régis, tu as des gens en tête qui seraient libres et puis qui pourraient faire le tampon? J'ai un tas de gens crédibles sur la table, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Tout le monde part dans l'objectif que Tormenon, un jour, il va être le Tormenon qu'on a connu, qui est plein de ressources, qui est... je veux dire, on lui souhaite tous que ce soit comme ça, mais il a quand même une très grave maladie, il a vraiment été très atteint dans sa santé. Une année ne sera probablement pas suffisante pour qu'il recouvre ses moyens. Puis après, il faudra aussi retrouver l'énergie en soi pour en donner autant. Tout le monde sait qu'être coach, c'est pas aller à l'usine le matin et puis à 17h être à l'apéritif avec ses amis. C'est quelque chose qui est extrêmement prenant, que ce soit dans la tête, que ce soit physiquement stressant et tout. Donc, moi, je ne sais pas s'il faut partir dans cet objectif. Il faut, à un moment donné, se dire, voilà, malheureusement, on ne peut plus compter sur Tormenon, mais pourquoi pas essayer de bâtir quelque chose avec un coach neuf, tout simplement. Monsieur Rochette. Moi, j'ai juste quelque chose. Je ne veux pas vous interrompre, les gars, mais je ne veux pas vous déranger. Mais moi, je me dis, je sais que Steinegger, dans les coulisses, et de source à source, je sais que Steinegger ne veut pas engager de coach nord-américain parce qu'il dit que les coachs nord-américains sont trop durs avec les gars et les Suisses n'aiment pas ça. Il parle de son expérience de joueur. Mais moi, il y a un gars qui est nord-américain, mais qui fait longtemps qu'il est en Suisse. Il s'appelle Gary Sheehan. Est-ce qu'on pourrait pas donner une chance une fois à Gary Sheehan, qui a l'étiquette Swiss League,
comme les Fermat ont l'étiquette assistant coach. Mais Gary Sheehan a eu du succès, a duré dans le métier partout où il est passé. Il doit faire quelque chose de juste, les gars. Et pourquoi ne pas lui donner sa chance? S'il habite à 45 minutes de là, ça serait peut-être une solution. Il parle français, bon, il ne parle pas l'allemand, mais il parle anglais, c'est une personnalité qui passe. Là, je sais bien, c'est un club qui est proche de ses fans, proche de ses sponsors, etc. Gary le fait remarquablement bien. Pourquoi ne pas donner une chance à Gary Sheehan? Moi, OK, sur les compétences, il n'y a pas de discussion. Je pense que c'est faisable. Maintenant, avec tout ce qu'il a bâti à Ajoie, avec ce qui s'en vient, une potentielle promotion en National League, est-ce qu'il va vouloir lâcher ce qu'il a construit au moment où on arrive à ce niveau-là? Est-ce qu'on y croit vraiment à Ajoie? Est-ce qu'on donne une année? Moi, Jean-Philippe. Oui. Alors là, tu parles d'un aspect continuité. Mais moi, si je suis... Donc, clairement, il a les compétences, je pense, pour évoluer au plus haut niveau. Et si tu as l'occasion d'être dans un club établi, comme le HC Bienne, avec une structure, un entourage, ce qu'il n'aura pas à Porrentruy clairement si par hasard Ajoie devait monter, que ce soit à la fin de cette saison ou à la fin de la prochaine, on n'en est pas encore là bien sûr, mais s'il devait monter, ce sera avec des conditions qui seront toujours des conditions modestes. Alors qu'aller dans un club comme le HC Bienne, même si ça ne va pas spécialement fort maintenant, on n'est pas non plus dans la crise, c'est pas non plus Langnau qui fait une saison qui fait peine à voir. Je veux dire, ça ne se refuse pas, excusez-moi. Et puis, messieurs, on connaît bien Gary, il est quand même un vrai carriériste. Si sa chance, il peut l'avoir. Il aura aussi le sentiment du travail accompli avec tout ce qu'il a fait à Ajoie. Et puis de se dire qu'il peut commencer à écrire une nouvelle page aussi. Il en a clairement les moyens. Et si on lui donne justement ce genre de club déjà bien structuré, bien organisé, sur lesquels il pourra encore peut-être apporter quelque chose en plus. Hein. Après, on parle dans le chat, il y a des gens qui donnent des avis. On dit Arnaud Delcourteau, mais bon, soyons sérieux, messieurs, s'il vous plaît. On en a vu. Il pourrait y avoir Serge Pelletier. S'il n'est pas reconduit à Lugano. Enfin voilà, il y a des possibilités. Mais Gary Sheehan, c'est presque la solution trop facile, non? Évidente, on va dire. Pas facile, évidente. Ouais, c'est juste évidente. On verra ce qui se passe du côté de la Tissot Arena. C'est le moment de se rendre un petit peu plus au sud, sur les bords du Léman, pour parler du Lausanne Hockey Club. Le LHC, on va commencer par une petite analyse, un petit point de règlement. Hein, Stéphane, tu voulais revenir sur le but que Christophe Berchi a inscrit à Bienne, justement. Là, la transition est toute trouvée. Ce but où le puck, en fait, n'est pas entré. Explique-nous ce qui s'est passé et quelle a été cette décision. Bon, la corporation des arbitres l'a justifié plus ou moins, mais la situation, pour moi, c'est un but qui n'aurait pas dû être accordé parce que Pouliot va faire trébucher Berchi, regardez, alors qu'il se présente seul face à la cage abandonnée. Pour donner un but automatique, il faut que ce soit une situation où, lorsque le gardien est sur la glace, ce soit une situation de pénalty. Donc, cette situation-là, partez du principe que pour donner un but automatique, il faut que ce soit pénalty, mais sans gardien. Donc là, ça donne but automatique. Mais ça, dans le nouveau règlement, ce n'est pas une situation de pénalty. Parce que le règlement a changé il y a 2 ans. Si vous touchez le puck d'abord et vous faites trébucher l'adversaire, c'est 2 minutes maintenant dans le règlement. Sauf, et si vous faites ça en breakaway, on ne peut pas donner pénalty. Si le joueur plonge, touche le puck d'abord, fait trébucher, ce n'est pas pénalty, c'est 2 minutes. Donc, ça ne peut pas donner un but automatique parce que le gardien n'est pas là. Est-ce que je me suis bien exprimé? Oui. Ouais, moi, je vais encore plus loin, Stéphane. On n'a pas hésité sur l'action. C'est 2 minutes et puis à peine 2 minutes là, hein, pour moi. Il prend surtout le puck. Mais s'il prend le puck avant, c'est 2 minutes maintenant. Prends le puck et trébucher maintenant. Et là, au meeting des arbitres qui a eu lieu jeudi, moi j'ai parlé avec Daniel Stricker après le match qui était là. J'ai dit mais pourquoi c'est penalty? Pourquoi c'est but automatique? Parce que normalement c'est pas un penalty. Si c'est pas un penalty, tu peux pas donner un but automatique. C'est une bonne question. Voilà, on a revu En fait, ils se sont défendus en disant sur l'action, ils touchent le patin et le puck en même temps. Bon, OK. Ça, c'est le genre d'excuse à 2 balles qui m'énerve parce qu'on essaie de se décharger. Je peux comprendre, mais ils ont clairement dit que si le gars touche clairement le puck d'abord, ferait trébucher l'adversaire, que le gardien n'est pas sur la glace, c'est 2 minutes et non pas but automatique.
Bon. Voilà, donc ça a changé le match, hein, parce que... Et Leuenberger s'est fait mettre dehors après, vous vous souvenez? Oui, parce qu'il a dit son fait aux arbitres. Ben, il avait raison. À mon avis, à juste titre, parce qu'il en avait gros sur la patate. Oui, parce que ça change le match. C'était 2-1. Évidemment, ça donne 2 minutes. Là, Lausanne se retrouve en power play. Vous allez me dire, OK, donc, il y a quand même un power play derrière. Mais sauf que là moi, je comprends Leuenberger d'avoir pété sa coche, hein, sincèrement. Oui, alors comme tu le dis, Stéphane, effectivement, ça change le match. Et il y a une autre décision arbitrale qui a changé le match aussi. Et c'était du côté de Rapperswil samedi. Ça concerne évidemment aussi le Lausanne Hockey Club qui est allé s'imposer à la St. Galler Cantonal Bank Arena 5-4 au tir au but grâce à un superbe tir au but de Denis Malgin. Il y a une charge du top scorer saint-gallois Roman Chervenka sur Marty. Ça va se passer juste derrière le but. Et cette charge-là lui a valu de retourner au vestiaire. Le Tchèque qui avait d'abord été puni de 2+10. Il y a eu une discussion. Stéphane, après, avec les ralentis, évidemment, c'est toujours plus facile. Mais qu'est-ce que tu penses de cette charge-là? Bon, elle n'est pas si méchante. Il saute légèrement, là, il quitte la glace de 5 cm, il n'y a pas le canne sur la glace, etc. Elle est haute, il fait un peu l'extension du corps, mais il ne le touche pas contre la tête. Vous avez vu Michael Charing, sauf erreur, a donné charge incorrecte. Oui, c'est ça. Ouais, donc, c'est juste. Okay, c'est une charge incorrecte parce qu'il saute légèrement, c'est ce qu'il a expliqué. Est-ce que ça vaut 5 minutes? Pas sûr. Pas sûr. Ouais, c'était une question de Fred Maranda qui demandait est-ce que ces 5 minutes-là sont finalement pas sévères. Moi, ça m'a énervé, hein, ce genre de punition. En direct, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose même. Pour avoir suivi le match, Jean-Phi. Et après, avec les ralentis, c'est 2+10 pour moi dans ma tête. Je suis assez énervé de voir Chervenka devoir sortir dans ce contexte-là. Hein. On ne va pas privilégier un club roman plus qu'un autre, mais il faut être juste. Et puis, on essaye toujours de chercher cette ligne et comment on doit procéder aux bonnes décisions. Et pour moi, c'est ultra sévère parce que les arbitres partent vraiment en direction de la table de chronométrage pour donner un 2+10. Il y a quelque chose dans la discussion qui change la donne. C'est-à-dire, Stéphane, qu'il y a un des arbitres de ligne peut-être qui a vu quelque chose ou qui a pensé voir quelque chose. Ils ont eu une discussion, puis ils ont dit, parce que les 2+10, c'est souvent une discussion. Toutes les pénalités peuvent donner lieu à une discussion lorsqu'il y a un blessé ou n'importe comment. Ils se sont consultés, puis probablement qu'il y a 2 ou 3 autres qui ont dit, pour moi, c'est 5. Et les arbitres sont toujours influencés, évidemment, lorsqu'un joueur reste étendu sur la glace. Oui, exactement. Tu as ce que tu as vu, puis quand tu le vois sur la glace, tu dis, c'est peut-être plus violent. Là, tu te mets à tergiverser, etc. La conséquence, tu dis, là, si le gars est commotionné, puis il a vraiment chopé contre la tête ou contre la nuque, on a l'air de des cons, machin. Donc, allez, Alors, le message cette année, c'était si vous hésitez entre la 2 et la 5 ou la 2+10 et la 5, parce que la charge incorrecte, ce n'est pas 2+10, c'est 2 minutes. Hein? Donc, si vous hésitez entre les deux, donnez la plus sévère. C'était le message. Donc, ils ont peut-être hésité, puis ils ont dit on donne la plus sévère pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Ouais, mais là, je pense il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est que la tête d'Aurélien Marty, elle frappe contre le plexi de manière assez violente. Hein. Voilà. Et quand le casque a fait son effet, il n'y a pas de choc de frappe, il ne le frappe pas à la tête, mais cette charge l'envoie taper le plexi avec la tête, et ça, on le voit assez bien. Je comprends. Si tu es un peu sonné, tu restes quelques secondes au sol, tu as le droit. Je veux dire... c'est pas des machines. Hein. On revient à la discussion de lundi dernier dans Overtime quand on disait que les joueurs vont de plus en plus rester au sol. Là, une nouvelle fois, je ne dis pas que Marty n'est pas blessé et n'en rajoute pas. Je peux pas le prouver. Mais on va devoir ça de plus en plus souvent maintenant. Je verrai. Parce que, je trouve qu'on tend la perche aux tricheurs. Je ne dis surtout pas qu'Aurélien Marty a triché, parce qu'il n'est quand même pas resté au sol et il n'en a pas rajouté. Je suis même persuadé, et je ne soupçonne pas un instant. Mais ça, le message vers les autres joueurs, c'est vous avez vu, c'est pas la première fois que je le dis, j'ai déjà tenu le même discours quand j'ai vu la charge de Barberio qui lui a valu une pénalité de match sur Barhoffner. J'ai tenu exactement le même discours. Mais on va vraiment dans une ligue où on va faire comme au foot, on va tous chercher à tricher, on va les inciter, rester au sol, roulez-vous, gueulez et tout. Et il ne me semblait pas que c'était cette tendance-là qu'on voulait donner. Et là, je reviens sur ce que je dis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Pourquoi on ne laisse pas les arbitres aller visionner les vidéos dans ces moments-là? Mais punaise, ça coûte quand même pas. Je veux bien travailler 5 minutes de plus ou 10 minutes par match si on doit visionner 2 charges par rencontre en moyenne. Tu m'arrêtes au chef d'abord.
Supportez-moi 5 minutes de plus et puis on fait autrement. On va voir pour 2 secondes au chrono en fin de match. Exactement. Mais non, mais là, je veux dire, il faut que ça mette la puce à l'oreille maintenant à nos responsables qui disent maintenant, aucune pénalité de match ne se déroule sans qu'on revisionne les images. Pour moi, c'est clair. C'est ça. Si un blessé, tu dois aller voir les images. Et puis, on va peut-être remettre ce match dans un contexte un tout petit peu plus large. On se rappelle que lundi dernier, après overtime, il y a un certain Peter Svoboda qui est sorti du bois pour taper un peu sur les arbitres en disant maintenant ça va plus, on nous vole un goal, etc. C'est impossible d'être professionnel comme dirigeant et comme joueur, et puis qu'on ait des arbitres qui suivent pas le niveau. Et puis là, un truc un petit peu entre deux, une semaine après, et ça tourne en faveur de Lausanne. Est-ce que, Stéphane, tu penses que ça peut jouer ou pas? Non, parce que non, je pense pas que les arbitres font attention à ce que Peter Svoboda a dit dans certains médias. C'est sûrement venu à leur oreille. Bon, c'est du truc habituel, parce que si tu vas t'ajuster à chaque fois qu'un coach n'est pas content, puis dire on va y arranger le coup, voilà, je crois pas. Je crois pas. J'espère pas. Ce que je dirais à Peter Svoboda, c'est bienvenue en Suisse. Oui, voilà. Effectivement. Ils vont faire une association avec Paterlini, je crois. Arrête, lance-moi pas là-dessus. Lance-moi pas là-dessus, Régis. Lance-moi pas. En même temps, il y a 4 matchs, il y a eu 5 matchs, 4 défaites de Lausanne. Peut-être que Peter Svoboda voulait attirer les médias ou les yeux des supporters sur autre chose que les résultats. Parce que comme ça, on parle d'autre chose, mais ça grenouille quand même. Hein. Est-ce que tu es en train de me dire que Svoboda, c'est un habile communicateur? Il est aidé, disons. Ça, je pense que oui, Stéphane, mais moi, je trouve que quand même, le Lausanne Hockey Club, et on l'a dit, il a quand même connu plusieurs quarantaines et toujours sorti flamboyant de ces quarantaines, a toujours su gagner ses matchs, après connu une petite baisse à cause de la fatigue parce qu'ils enchaînent rapidement. Mais est-ce que là, le mal-être n'est pas plus grand et différent peut-être? Parce qu'on voit quand même une équipe qui joue complètement à l'envers. Hein. Entre le 2-1 encaissé qu'ils ont marqué contre Genève et le premier but qu'ils ont réussi à marquer derrière, c'était le 2-1 contre Rapperswil. Il y a eu quasiment 125 minutes sans aucun but, avec une équipe qui produisait plus du tout le même jeu que ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et on sait qu'il y a eu ces transactions, on sait qu'il y a beaucoup de discussions en coulisses. Est-ce que il y a eu le geste de Genadzi aussi, qu'on a largement revu dans Backcheck aussi, ça, dont on attend la sentence et tout ça. Est-ce que finalement, c'est pas un ras-le-bol des joueurs aussi sur la glace? Je sais pas, moi je le ressens comme ça en tout cas. Je vous écoute. Quand je vois honnêtement à Rapperswil, le premier tiers, ça faisait, on reconnaissait pas le LHC du début de saison quand on attend flamboyant, etc. Alors on peut avoir des coups de mou, mais là c'était 3, 4, 5 coups de mou de suite. Et puis tout à coup, deuxième tiers, les individualités ont pris le lead sur le match. Et les 3 buts sont 3 solos quasiment. C'est Frick, c'est Hudacek et c'est Malgin. Est-ce qu'on doit s'en remettre à des individualités qui ont beaucoup de talent, évidemment, alors que tu as l'équipe pour rouler sur le championnat? Mais écoutez, les équipes ce qui fait la différence entre les équipes de talent et les autres, c'est que dans les mauvais soirs, ton talent te sauve. C'est ça qui fait la différence. C'est ce que Lausanne a fait samedi, a fait quelques reprises cette année. Et moi, je pense que l'absence de Joris pèse beaucoup. Il y a aussi des blessés. Barberio n'a pas joué pendant plusieurs matchs. On dit que c'est un gars de 25 minutes par match. Ça change énormément. On a vu Tom Ernest. Quand Tom Ernest n'est pas là à Genève, c'est pas la même chose. Almond aussi, même si Almond ne connaît pas une saison extraordinaire, il y a une présence physique. Il a à peine quelque chose à 4 contre 5, etc. Donc, je pense qu'il y a une configuration. Il y a les retours de quarantaine, l'accumulation des matchs. Et les absences qui pèsent énormément dans ce qu'on voit de LHC. Il y a un autre détail, et ça, tu l'as abordé, Jean-Philippe, à faire beaucoup de transactions, à changer sans cesse le noyau de ton équipe, est-ce que ça ne perturbe pas les esprits de ton équipe? Parce que Conacher était pas très heureux d'être mis de côté de temps en temps, mais était très apprécié dans le vestiaire. Mm-hmm. Et on sort un ami, un gars important dans le vestiaire, pour X raisons, si les raisons sont bonnes, probablement financières, etc., puis c'était pas l'homme de Svoboda, on peut comprendre. Est-ce que ça perturbe pas la chimie de cette équipe? Je pense que oui. Moi, je reviens à ça. Voilà. Et puis, moi, je veux juste faire une dernière parenthèse sur Hudon. Sérieusement, je regarde Hudon depuis un petit moment et je le découvre sous un autre angle et je comprends qu'il n'ait pas joué en NHL, qu'il n'ait pas eu sa place parce que je trouve qu'il manque
Un peu de patin, je ne sais pas, c'est votre avis, je ne le trouve pas si rapide. Pour avoir du succès dans le championnat suisse, il faut que tu patines. C'est une ligue qui est très, très rapide. Et je pense que Hudon manque c'est un pur sniper, c'est un buteur. Et ce n'est pas un gars qui transporte la rondelle, qui va prendre le jeu à son compte. Et je pense qu'il manque un petit peu de patin. Je suis un peu déçu, sans être dire que c'est la catastrophe, je suis un peu déçu de Hudon par les temps qui Il a flambé au début, il est rentré dans le rang après, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un baromètre dans notre championnat et que quand on franchit les paliers, qu'on augmente et puis qu'on voit qu'on arrive là et que c'est Joël Genadzi qui s'énerve et qui donne un coup gratuit en tant que troisième homme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Joël s'énerve, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ressort. Joël est énervé depuis un petit moment. Est-ce qu'on peut le dire? Genadzi, les bruits qui courent autour de Genadzi sont fondés. Non seulement c'est pas l'homme de Svoboda, c'est pas le préféré de Svoboda pour X raisons. Voilà. Mais Genadzi n'est pas très heureux. Tout le monde sait dans le milieu maintenant que Genadzi n'est pas très heureux avec la nouvelle philosophie du LHC. C'est le capitaine de cette équipe, c'est le porte-étendard, mais il n'est pas très heureux dans le nouveau climat du LHC cette année. Si on prend l'ancienne garde, je crois que c'est lui, Froidevaux et Antognetti. Hein. Voilà. Et puis, il n'y a plus que lui, Genadzi, qui a un contrat encore valable pour l'année prochaine. Non, mais moi, je trouve qu'on voit plus du tout, et même au jour le jour, quand on le croise après les matchs, c'est plus le Genadzi qu'on a connu les autres saisons, et forcément, il y a quelque chose qui le travaille. Et je pense que tous ces bruits qu'on entend sur un possible échange, pas une fin de contrat à Lausanne et tout, je pense que c'est fondé et que et lui-même le vit pas bien parce que c'est un être humain et puis qu'il n'est pas un mercenaire qu'on place comme un pion où on dit du jour au lendemain, bah écoute, finalement, tu partiras où on t'échangera. Voilà. Et moi, je comprends tout à fait le mal-être du bonhomme. Et quand on sait que c'est un gars qui est si précieux, c'est plus le même homme sur la glace, quoi. Ça change complètement la chimie du groupe. Marc Monet dans le chat nous rappelle que pour revenir à Hudon, qu'il a eu le Covid et que peut-être ça a fait que pour revenir c'est plus compliqué. Il a aussi changé de ligne. Hein. Il joue plus avec Gibbons et Malguin. Il joue sur la 3. Il joue sur la 3 avec il a d'autres. Voilà, Froidevaux et Douai. C'est sûr que c'est pas. Non, mais c'est pas la même chose pour se mettre en lumière. Et on revient peut-être pour finir ça avec Hudon sur le power play. Il est là, hein. Il en manque pas beaucoup. Ouais. C'est lui aussi qui marque le quatrième à Rapperswil. Les qualités, elles sont indéniables chez Hudon, mais c'est simplement que des fois, on a l'impression qu'il en fait pas assez pour pouvoir être dominant chaque soir et c'est un petit peu des fois à son bon vouloir. Et c'est vrai que les retours de Covid sont jamais faciles et évidents à gérer. Hein. Malguin le sait très bien. Hein. Il a eu quand même 3 ou 4 matchs après son retour compliqué. Il a eu froid sur le banc. Bref, on revient peut-être pas à 100%. Ça, c'est pas prouvé encore. Donc voilà. Non, mais on en rigole. Mais on va juste pas ce qui s'est passé. Mais voilà, Hudon, ça reste quand même une valeur sûre qui peut aider Lausanne dans la suite de sa saison. Mais Monsieur Hudon, il va falloir un petit peu en faire plus. Ouais, mais puis encore, il y a l'arrivée d'Udacek avec ça. Donc, on va chercher une 7e licence, un étranger supplémentaire. On a Mikona Kerabern. Udacek qui jouait son premier match à Rapperswil. Alors, c'est difficile d'entrer dans un collectif comme ça. Il venait d'enchaîner les heures d'avion depuis Neftek Imik, là, au Nishkemask. Voilà, c'est deuxième chose après la 5 galères Cantonal Bank Arena, compliqué à dire. C'est passé. Non, toujours est-il qu'Udacek, c'est un joueur. On nous l'a vendu comme un centre rapide et un bon buteur. Il a montré tout ça en une action. Il a aussi perdu un peu bêtement qui a coûté un but, mais enfin, je pense que ça va être un bon asset. Et petit quiz, alors c'est le spécialiste des interviews en caleçon. Hein, donc lui, il vient en caleçon à l'interview, première chose. Deuxième chose, quand on lui pose la question « Pourquoi vous êtes là ?» Qu'est-ce que vous pensez qu'il a répondu? Allez, rapidement, comme ça. Pour l'argent. Presque. Ouais. Mais c'est ça. Il a répondu on m'a fait une bonne offre. Voilà. C'est pas pour le projet sportif. Lui, il n'y a pas de filtre. C'est à peu près comme tous les étrangers, sincèrement. Stolberg avait été transparent aussi à ce niveau-là quand il était parti en KHL. C'est juste. Messieurs, on va clore le sujet Lausanne Hockey Club pour l'instant. Peut-être encore une question.
Est-ce qu'il y a des bruits de couloir concernant la dernière licence étrangère? C'est Marc Monet qui pose la question. Concernant le Lausanne Hockey Club, il y en a encore une à disposition. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? C'était pas jusqu'à hier ou c'est aujourd'hui le dernier délai? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui même, ok. On parlait d'un défenseur. Je vais dire ça comme ça. Ok, alors on va regarder les J'ai entendu des bruits, mais je ne veux pas parce qu'il y a des trucs, je ne veux pas en parler. Les oreilles ouvertes. Et puis, comme ça, on a pu... Ça devrait tomber rapidement. Voilà, ça devrait tomber rapidement. On sait pas. Yannick Huertz nous dit qu'il n'était pas très à l'aise en anglais, Hudacek. C'est vrai, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on attend de lui au Lausanne Hockey Club. On va plutôt regarder ce qui se passe sur la glace. On va passer à la petite rubrique du joueur du mois de février. Chacun d'entre vous a fait ses devoirs, je pense. On va commencer. Allez, on commence par Stéphane. Ton joueur du mois de février, c'est qui? Moi, c'est Kevin Clark. J'aime bien Clark de Rappersville. C'est un tout petit joueur qui marque un paquet de buts année après année. C'est presque un point par match dans une équipe relativement faible. Et là, il a marqué 8 buts en 10 matchs. 8 buts, 2 passes. C'est un buteur, c'est pas un passeur. C'est sûr que c'est un buteur. Il va devant le but, il ramasse un paquet de garbage, des rebonds, etc. C'est souvent pas des jolis buts, mais c'est des buts. Et l'année passée, ça fait 2 ans qu'il en marque une vingtaine. Il avait joué à Langnau dans le passé à presque un point par match. En KHL, c'est presque un point par match. Et là, il en a 19. Il se dirige encore vers une saison, probablement 25 buts, 23, 24, 25 buts. C'est 8 en 10, 8 buts en 10 matchs durant le mois. J'ai hésité entre lui et Chervenka. Chervenka a 10 matchs, 13 points, mais c'est 3 buts, 10 assists. Chervenka qui est sur le courant alternatif, il y a 2 matchs sans points, 3 points, 2 matchs sans points, 3 points. Et voilà, c'est des joueurs, c'est une équipe qu'on n'entend pas beaucoup parler en Suisse romande, donc je voulais pas parler de ces joueurs peut-être peu connus dans notre coin de pays. Ouais, je profite de rajouter que Kevin Clark, sur les étrangers qui sont à Rappersville, est le seul qui n'aura pas de contrat pour la saison prochaine et qui pourrait être remplacé par un défenseur étranger en raison du départ de Dominique Egli à Davos. Régis. Alors moi, j'ai un joueur qui joue en Suisse romande. J'ai retenu Kiki Motet parce que je trouve qu'on n'en a pas souvent parlé de lui. Il a rarement été aussi en vue. Il vit, en tout cas pour l'instant, la saison de rêve par rapport à ses précédents exercices. Je ne dis pas que ce sera une saison comme ça et que le soufflet va retomber, mais là, il est arrivé à maturité. Il arrive à mieux se canaliser, je trouve, sur une glace. Et en ce mois de février, il a accumulé les points. J'ai regardé 11 matchs avec toujours au moins un point, 11 matchs, 17 points. Ça compte également, je crois, 2 ou 3 matchs de fin janvier. Mais enfin, tous les matchs, on le voit, tous les matchs, il s'exprime. Ses talents de buteur, c'est vraiment un bien précieux. Et je pense clairement qu'il mérite une petite coche pour un joueur qui fait vraiment une super saison. Et actuellement, il est au top, quoi. Il n'a jamais baissé de rythme et puis il est phénoménal sur ce mois de février. On est d'accord avec toi, Régis. Il accumule les buts importants. Et puis, quelle saison d'un joueur qui, il n'y a pas si longtemps que ça, ne voulait peut-être plus être conservé par Fribourg-Gotteron. Il y a Hugo Musso dans les commentaires qui demande Kylian Motet en équipe de Suisse. S'il n'y va pas, est-ce que c'est injuste, Steph? Il doit être convoqué. Il va être convoqué. Il a déjà été convoqué aussi par le passé. Il n'y a aucun doute qu'il doit être convoqué avec la saison qu'il fait. Est-ce qu'il fera l'équipe à la fin? Ça, je suis moins sûr. Parce que là, il doit y avoir un équilibre. On ne pourra pas avoir... il y a des profils... Il y a des profils différents. On a déjà Hoffman, on a déjà des buteurs devant lui. Est-ce que Kylian Motet est un gars qui peut jouer sur une 3 ou sur une 4 dans un championnat du monde avec un rôle précis? Non. Est-ce qu'il est assez bon pour jouer sur les 2 premiers blocs, étant donné les autres devant lui? Je ne suis pas sûr non plus. Donc, étant donné son profil, oui, une invitation, une sélection finale, je suis loin d'être sûr. Xavier Vu, il nous dit Motet, rapport qualité-prix le plus rentable de Suisse. Ça veut dire que monsieur Xavier Vu, il connaît le salaire de Kylian Motet. Non, il écoute Stéphane Rochette le dire au fil des émissions. Oui, c'est quasiment la moitié, c'est pas tout à fait, mais presque la moitié de celui de Yannick Herron. Juste pour mais faut alors ça, je ne veux pas coûter trop dans la plaie. Hein? Non, mais s'il te plaît, c'est comme quand ils re-signent Bikoff, on met toujours Herron en avant, mais quand Yannick Herron a signé, qui est-ce qu'il y avait sur le marché qui était un buteur en powerplay, qui vaut 25-30 points par saison? Il n'y en avait pas, c'est pour ça, ce qui est rare et cher.
On ne peut pas comparer les saisons. C'est d'accord. La demande et il a profité voilà. Puis Kylian voulait rester. C'est les fans qui l'appelaient. Puis il voulait rester. Quand vous êtes clubiste, les gars, puis vous voulez rester dans un club, puis vous le dites, moi, je veux rester. Je veux absolument rester. Alors, on va négocier. Ben, l'autre en face, il dit, tu veux absolument rester? OK, bon, ben, voilà. Mais c'est ce que Bikoff a fait. Hein? C'est différent. Voilà. Donc, Kylian Mottet a peut-être signé un peu tôt pour 3 ans. On parle d'un salaire légèrement inférieur à 300 000, mais j'espère qu'il a des bonus. Parce qu'il a des bonus au point ou des performances ou des plateaux. Là, il va aller chercher un peu compensation. Je ne pense pas qu'on peut lancer la pierre à Christian Dubé d'avoir signé Yannick Herron au prix où il l'a signé. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre possibilité? Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Si on veut améliorer l'équipe... C'est une pièce essentielle. Il est moins 15 cette année. Oui, il a marqué 11 buts. Mais Stéphane, au moment de l'engager, Yannick Herron, tu te dis que tu vas le relancer et puis que c'est un joueur qui a un tir incroyable et tout ça. Ça, c'est la prétention. Ça, c'est la prétention de tous les coachs, de penser il fait de la merde là-bas, il ne marche pas, il a connu une bonne saison avec 36 points, le reste, c'est 15 points par année, mais moi, je vais en faire quelque chose. Mais ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché, mais qui sait qui dit que la saison prochaine, ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas, c'est ça, mais je veux dire, là, Aaron, il le cache, il le met sur le banc, etc. Il est moins 15. Voilà, moi, évidemment, je comprends vos arguments, c'était le prix du marché à ce moment-là. Mais à un moment donné, le prix du marché, c'est toi qui décides de le mettre. Est-ce qu'il en avait absolument besoin? Je suis pas sûr. On revient au joueur du mois. Il y a Simon qui dit que si l'équipe de Suisse s'appelle Kylian Mottet, il doit dire non merci. Alors Simon, déjà, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, parce que je pense que Kylian Mottet est aussi très touché de pouvoir aller avoir aussi sa chance en équipe de Suisse et le jouer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent refuser l'équipe de Suisse quand on joue ce niveau-là non plus. Ouais, David, est-ce que toi, ton joueur du mois, c'est Yannick Herron, c'est ça? C'est ça. Alors, désolé, rapport qualité-prix ou rapport de sa fiche plus et moins avec son salaire? Divisé par la météo du mois de février, ça fait une superbe. Oui, c'est ça. Non, mais moi, j'aime beaucoup lire les commentaires des gens sur leur joueur du mois. Donc, laissez-vous aller. Je vous lis volontiers. Moi, vous verrez, j'ai choisi la facilité. C'est facile. Vous prenez le classement des meilleurs pointeurs et puis vous prenez le premier. C'est Sven Andrighetto. Ah oui. Ça paraît ça c'est facile, ouais. Mais moi, ce joueur m'émerveille. Non pas seulement que c'est le meilleur buteur de la Ligue, c'est un joueur qui, chaque soir, vend la marchandise sur la glace. Il fait des points sur tout le mois de février. Il y a eu 10 matchs, 14 points. Il a fait un but ou un assist au moins chaque soir. C'est souvent des 2, 3, voire des 4 points qu'il livre. C'est toujours les buts importants. Il est devenu ultra dominant. On peut avoir des questions aussi en début de saison sur lui. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il répond présent. Et je peux même aller un petit peu plus loin que le mois de février. C'est un joueur qui, depuis le 8 janvier, a pris une dimension énorme. Ça fait 19 matchs consécutifs, 20 si vous comptez celui du match de Coupe de Suisse hier, qu'il fait au moins un point. C'est une régularité que tous les autres joueurs du championnat n'ont pas. Sven Andrighetto, pour moi, MVP de la saison régulière. Et tu es son agent? Oui, je touche 5% de royalties, donc s'il pouvait... c'est pour ça que c'est une nouvelle casquette. Sven Andrighetto. Ouais, et bien donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter non plus. Là, c'est clair, net, précis, il y a des chiffres... Ok, ça marche. Il nous manque le tien maintenant, Jean-Philippe. Ouais, alors il est un peu plus petit qu'Andrighetto. Il est un peu moins suisse et puis il joue pas à Zurich. Lui, il a gagné la coupe hier soir. C'est Cory Conacher parce que Cory Conacher, il a eu de la peine un petit peu à se mettre en route parce qu'il était utilisé, pas utilisé, sous-utilisé ou voilà à Lausanne. Et puis dès le moment où il est parti et qu'il a réussi à s'intégrer dans la ligne avec Jeffrey, ce qui n'est pas véritablement une surprise parce que c'est deux joueurs qui se complètent. Jeffrey et Olofsson qui, enfin, on nous avait parlé d'un buteur, c'est enfin un buteur. Et ces trois-là, un fabricant de jeu comme Jeffrey, un gars qui sait tout faire comme Conacher, moi je pense que ça va faire du bien au CP Berne. 5 matchs, 6 points depuis qu'il est arrivé. Quand on lui donne la confiance, quand on le met dans des bonnes situations. J'ai eu très peur hier parce qu'il a pris un check de Marty dans le dos, qu'il l'a balancé contre la bande. Ça s'est passé complètement sous le radar. Pour moi, je ne comprends pas qu'on siffle pas 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu l'action, messieurs, mais... Hugo Musso dans le chat, Jean-Philippe, n'arrête pas de demander qu'est-ce que Steph pense de cette charge. Ah alors ça tombe bien. Ça tombe bien. Moi, j'ai trouvé ça... Et puis, comme par hasard, je ne veux pas entrer dans les théories du complot, j'y crois pas du tout. Mais Christian Marty, quand même, année après année, il ne nous déçoit pas. Cross-check, un truc. Il y a toujours quelque chose. Il est fidèle à lui-même, il est constant. Il faut dire ça.
La constance, si- c'est une valeur. Ça se Ouais. négocie. Quand le marché est sec, là, il faut profiter ça, de la constance. Non, mais je rigole. Comme Yannick Heron, quoi. Non, mais moi, le check d'hier, je l'ai entrevu. La principale chose qui m'a choqué, c'est que Conacher en a beaucoup rajouté. Mais il y a à mon avis, c'est 2 minutes. Il le pousse dans le dos. 2 minutes ou 2 plus 10 charge à la bande ou dureté excessive. Voilà. Mais pas plus, certainement pas plus. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est quand Conacher a fait ah, puis les 2 pattes en l'air en retombant. Et ça m'a dérangé terriblement. Et je soupçonne Daniel Stricker de ne pas avoir sifflé pour cette raison. Ah, voilà. Donc, on corrige une erreur par une autre erreur. Ben, en fait, la bonne décision, ça aurait été 2 minutes à Marty ou 2 plus 10 à Marty. Il y a matière à pénalité, clairement. Mm-hmm. Et embellishment à notre ami, 2 minutes pour simulation à notre ami Conacher. Ça sera égalisé 4 contre 4 sur la glace. Voilà. On a envoyé le message des deux côtés. Christian, maintenant, ça suffit. Cory, on l'a vu. Hein. C'est ça. Arrête ton show, puis là, je tape la tête, etc. Mais Conacher a besoin de lumière, Jean-Philippe. Je vais dans ton sens de dire que quand il arrive à Lausanne, il joue première ligne, à Berne, il joue première ligne avec les 2 autres étrangers. Il y a tout qui est fait pour qu'on retrouve le Cory Conacher qu'on avait trouvé dans la capitale il y a quelques années. Donc, puis il devient le joueur le plus important, le plus en vue. Et puis tu dis 5 matchs, 6 points, t'enlèves les 2 matchs contre Zug où on l'a moins vu. Et puis, j'ai pas compté la coupe hier. Hein. Donc, t'as pas compté le match de coupe, donc ça fait du 2 points par match dans les autres matchs qu'il a disputés. Donc Cory Conacher, ouais, je pense grosse plus-value pour Berne. Il y a Roger Rensch qui demande Andri Ghetto, le seul match qui comptait vraiment jusqu'à maintenant en février, hein, enfin vraiment en février, c'était la finale de la coupe hier. Et il était où? Ouais, mais bon, si on attend que lui, ça fonctionne pas non plus. Berne a peut-être fait un travail particulier. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Voilà. Nous, on se mouille et puis les gens nous remettent en cause et on est là pour ça. On discute. Alors, où étaient tous les autres Zurichois qui ont pris un petit peu à la légère cette finale d'hier? Donc voilà. Il n'y a pas coach, Grunberg n'était pas content, semble-t-il, après le match. Est-ce qu'on a déjà vu Grunberg content cette saison? Non, c'est vrai que il n'est pas très souriant. Ah si, dans le taxi de nos amis alémaniques, là, ça, il était très content. D'ailleurs, la mode suédoise, les gars, ça en vient. Là, on a eu la mode finlandaise, maintenant c'est la mode suédoise. Hein, vous avez vu? Ouais, c'est Hedlund qui... Ouais, Hedlund, voilà, on aura un Suédois à Berne, un Suédois à Zurich, un Suédois à Rapperswil, on a un Suédois à Cloton. Ouais. La mode suédoise. Mais moi, j'aime bien parce que ça ne me dérange pas la mode suédoise parce que je trouve que c'est du hockey agressif, agréable. Moderne, très moderne. Moderne. Ça, j'aime bien la définition de moderne. C'est le sujet de ma chronique demain, d'ailleurs, les entraîneurs modernes. Tu liras ça attentivement. C'est un terme qui j'ai de la peine. La définition de la modernité me dérange un peu. J'aimerais qu'on m'explique c'est quoi un entraîneur moderne. Pour moi, le Suédois, actuellement, il a retiré certaines choses de ce qui se faisait dans le passé en Suède avec ce hockey très stéréotypé, hyper défensif, et il a su s'adapter et mettre la touche nord-américaine pour avoir un équilibre qui font d'eux à la fois des maîtres tacticiens et en même temps qui a du hockey qui est agréable à regarder. Et puis, voilà, ça fait des années qu'on suit le hockey. Un temps, c'était stéréotypé, hockey catastrophique. Je me rappelle d'une finale Finlande-Suède, il y avait eu 1-0 sur 2 matchs. C'était vraiment l'horreur. Et bien maintenant, on a des entraîneurs, je trouve, modernes parce qu'ils ont su prendre le meilleur. Voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'il y aura un nouveau au niveau de la National League, en tout cas comme head coach, à Langnau. Un homme qui parle français aussi, c'est Jason O'Leary. Ouais. Jason O'Leary qui était à Zug Academy, qui était avant assistant à Genève et qui partout où il était a laissé un excellent souvenir. Honnêtement, personnellement, je me réjouis de le retrouver à la bande des Tigers. Ouais, il était aussi champion de Swiss League avec Langenthal avant de se faire connaître en National League. Donc c'est aussi un gars qui a une carte de visite. Là, vous expliquez les Suédois. C'est ça. L'explication de son engagement porte sur le fait qu'il a coaché Mark Eichmann, le directeur sportif, lorsqu'il était à Langenthal, messieurs. Ah, c'est bien. Je peux faire le parallèle avec Rapperswil. Et puis parce que Hedlund était à FVZ Academy et son adjoint était Yannick Steinman, qui est maintenant directeur sportif à Rapperswil. Les copains connecting the dots. Hein? Je vous rappellerai que Steinegger a engagé un copain aussi. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais... On me dit que les passoires sont en rupture de stock dans tous les magasins suédois de Suisse, donc on verra peut-être pas notre estimé gardien peut-être à l'avenir, même que la mode suédoise revient fort. Extra, mais je crois que
sur ce bon mot, hein, j'avais dit en ouverture de ce podcast, on va terminer. Merci, messieurs, d'avoir participé activement. Merci Stéphane, merci Régis et merci David. Merci aussi à Michael Bartels qui est derrière aux manettes. Et puis, évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour la reprise, enfin la suite du championnat de National League sur MySports. À bientôt. Bye bye. Ciao.